Un matin glacial de novembre 2002, dans une brocante poussiéreuse de Lyon, un collectionneur de matériel cinématographique découvre une boîte métallique rouillée portant l'inscription « Les portes de minuit », bobine 7, octobre 1972. À l'intérieur, une pellicule 16 mm miraculeusement préservée. Quand les enquêteurs la visionnent enfin, ils découvrent les dernières heures d'une équipe de cinéma disparue 30 ans plus tôt dans les Alpes françaises et quelque chose d'autre, quelque chose qui n'aurait jamais dû être capturé par une caméra. Mais que s'est-il réellement passé dans cette chapelle oubliée de tous et pourquoi cette pellicule était-elle la seule trace laissée par 5 personnes volatilisées sans laisser d'autres indices? Avant de continuer, écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes mystérieuses. Pour comprendre cette affaire qui a hanté les gendarmes français pendant 3 décennies, il faut remonter au printemps 1972, dans le Paris bouillonnant de l'après-mai 68. Marc Delmas, réalisateur de 34 ans aux cheveux longs et aux lunettes rondes, fréquentait assidûment les cinémas d'art et d'essai du quartier latin. Fasciné par le cinéma expérimental allemand et les films d'horreur psychologique italiens, il rêvait de créer quelque chose de radicalement nouveau, une œuvre qui briserait les conventions narratives et plongerait le spectateur dans un état de transe hypnotique. Contrairement aux jeunes réalisateurs de sa génération qui s'intéressaient au cinéma politique ou à la nouvelle vague, Marc était obsédé par l'occulte, les rituels anciens et l'idée que certains lieux pouvaient conserver une mémoire des événements traumatiques qui s'y étaient déroulés. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Claire Fournier, 28 ans, actrice de théâtre underground reconnue pour ses performances intenses et dérangeantes dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Claire avait un visage anguleux, des yeux sombres et perçants, et une présence magnétique sur scène. Elle était connue pour sa méthode de jeu immersive, se plongeant totalement dans ses personnages au point de perdre parfois la frontière entre fiction et réalité. Ses amis racontaient qu'après certains spectacles, elle restait pendant des heures dans son personnage, incapable de revenir à elle-même. Quand Marc lui propose le rôle principal de son film, elle accepte immédiatement, séduite par l'ambition du projet et par la possibilité d'explorer des territoires psychologiques inexplorés. Pour compléter son équipe, Marc engage Jean-Luc Arnaud, 40 ans, chef opérateur expérimenté qui avait travaillé sur des documentaires ethnographiques en Afrique et en Asie. Jean-Luc était un homme pragmatique, un technicien rigoureux qui considérait le cinéma comme un artisanat noble, mais dépourvu de mystère. Sceptique par nature, il trouvait les obsessions occultes de Marc un peu ridicules, mais il respectait sa vision artistique et accepta de collaborer pour l'aspect technique du défi. Jean-Luc était marié, père de 2 enfants, et voyait ce tournage comme une parenthèse créative, avant de retourner à des projets plus conventionnels. Il avait une barbe grisonnante, fumait la pipe, et notait scrupuleusement tous les détails techniques dans un carnet en cuir qu'il gardait toujours dans sa poche de chemise. Sophie Martel, 22 ans, fraîchement diplômée de l'école de cinéma de la rue de Vaugirard, rejoint l'équipe comme assistante de production. C'était une jeune femme énergique aux cheveux châtains coupés courts, passionnée par tous les aspects du cinéma et déterminée à apprendre le métier de l'intérieur. Issue d'une famille bourgeoise de Clermont-Ferrand, elle écrivait régulièrement à ses parents des lettres enthousiastes décrivant l'aventure du tournage, les discussions nocturnes sur l'art, la liberté de ce groupe de créateurs qui vivaient en marge des conventions sociales. Ces lettres, conservées précieusement par sa mère, constitueront plus tard l'un des rares témoignages sur l'atmosphère qui régnait au sein de l'équipe. Enfin, Hugo Bélanger, 31 ans, preneur de son taciturne et perfectionniste, complète le groupe. Hugo avait travaillé pour la radio nationale avant de se tourner vers le cinéma, fasciné par la dimension sonore de l'expérience cinématographique. Il considérait que le son était plus important que l'image pour créer l'immersion et l'émotion. Mince, presque maigre, avec des doigts longs et nerveux, il manipulait son équipement avec une délicatesse de chirurgien. Il parlait peu, préférant écouter le monde qui l'entourait, captant des sons que personne d'autre ne remarquait. Ses collègues disaient qu'il pouvait identifier un oiseau rien qu'à son chant, ou distinguer le bruit d'une voiture particulière parmi le trafic urbain. Le projet de Marc s'intitulait « Les portes de minuit », un film d'horreur psychologique inspiré des légendes locales
d'une région reculée des Alpes, près de Grenoble. Pendant ses recherches préparatoires, Marc avait découvert l'existence d'une chapelle abandonnée du XVe siècle, nichée dans une vallée encerclée de forêts denses et de falaises abruptes. Selon les récits locaux, cette chapelle aurait servi de lieu de culte pour une secte médiévale pratiquant des rituels occultes. Les villageois des hameaux environnants évitaient soigneusement cet endroit, le considérant comme maudit. Certains parlaient de l'homme sans visage, une entité qui entrait les montagnes depuis des siècles, apparaissant aux voyageurs égarés avant de les faire disparaître à jamais. Pour Marc, ce lieu était parfait. Il voulait tourner exclusivement de nuit, utilisant uniquement la lumière des bougies et des lampes à pétrole pour créer une atmosphère authentique et oppressante. Son scénario, délibérément fragmentaire et non linéaire, racontait l'histoire d'une femme qui cherchait son frère disparu dans une région montagneuse et découvrait progressivement que les habitants cachaient un terrible secret lié à d'anciens rituels de sacrifice. Le film devait brouiller constamment la frontière entre réalité et hallucination, laissant le spectateur dans l'incertitude quant à ce qui se passait réellement. En septembre 1972, l'équipe s'installe dans un petit village de montagne appelé Saint-Alban-des-Pierres, une poignée de maisons en pierre grise accrochées au flanc d'une colline, à une quinzaine de kilomètres de Grenoble. Ils louent une vieille ferme en bordure du village pour y établir leur camp de base. L'accueil des villageois est froid, presque hostile. Quand Marc mentionne son intention de tourner dans la chapelle abandonnée, les visages se ferment. Le maire, un homme âgé au visage buriné par le soleil et le vent, tente de les dissuader. « Cette chapelle, on n'y va pas. On n'en parle pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dormir, » leur dit-il d'une voix grave. Mais Marc interprète cette réticence comme une confirmation que l'endroit possède effectivement une aura particulière, exactement ce qu'il recherche pour son film. Les premiers jours de tournage se déroulent relativement bien. L'équipe effectue des repérages, teste le matériel, filme quelques plans dans les environs du village. Sophie écrit à ses parents « L'ambiance est un peu étrange ici. Les gens du village nous regardent comme si nous étions des intrus. » Marc est encore plus obsédé que d'habitude par son film. Il parle constamment de l'énergie du lieu, de la manière dont la caméra peut capturer des choses invisibles à l'œil nu. Claire est extraordinaire. Elle s'est complètement immergée dans son personnage. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne revient plus vraiment à elle-même entre les prises. Jean-Luc reste pragmatique et nous ramène tous à la réalité quand ça part trop loin. Hugo enregistre des sons toute la journée, même quand nous ne tournons pas. Il dit qu'il veut créer une bibliothèque sonore du lieu. Le 12 octobre 1972, l'équipe se rend pour la première fois à la chapelle abandonnée. Le chemin qui y mène serpente à travers une forêt de sapins sombres, puis traverse une clairière avant de grimper vers une crête rocheuse. La chapelle elle-même est un petit édifice de pierre grise, en partie effondré avec un toit troué et des murs couverts de lierre. À l'intérieur, l'air est glacial et humide. Des débris de bois jonchent le sol et des graffitis récents témoignent du passage occasionnel de randonneurs ou de curieux. Mais ce qui frappe l'équipe, c'est le silence absolu qui règne dans ce lieu. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement de vent dans les arbres, rien qu'un silence dense et oppressant. Jean-Luc installe son matériel avec son efficacité habituelle, mais il avoue à Marc se sentir mal à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'aime pas cet endroit. Marc sourit, ravi. C'est exactement ce que je voulais. Ce malaise, cette tension, la caméra va le capturer. Hugo, pour sa part, enregistre des sons d'ambiance et remarque quelque chose d'étrange. Quand il réécoute ses enregistrements au casque, il entend des bruits qui ne correspondent pas à ce qu'il a perçu sur le moment. Des murmures, des pas, comme si quelqu'un d'autre était présent dans la chapelle avec eux. Il mentionne cette anomalie à Marc, qui l'encourage à continuer d'enregistrer, y voyant un élément qu'il pourra exploiter pour la bande-son du film. Claire, en costume pour son rôle, une longue robe sombre et déchirée, explore l'espace de la chapelle en murmurant son texte. Elle semble ailleurs, comme hypnotisée par le lieu. Sophie l'observe avec une inquiétude grandissante. Dans une lettre datée du 13 octobre, elle écrit « Claire ne va pas bien. Depuis qu'on est allé à cette chapelle, elle est différente. Elle dort mal, fait des cauchemars et reste dans son personnage même quand nous avons fini de tourner. Hier soir, je l'ai trouvée debout dans le jardin de la ferme, en pleine nuit regardant la montagne.
Elle ne m'a pas répondu quand je lui ai parlé. Marc trouve que c'est formidable, que son jeu n'a jamais été aussi puissant, mais moi, ça me fait peur. Le 15 octobre, l'équipe tourne une scène cruciale du film dans la chapelle. Une longue séquence où le personnage de Claire découvre des inscriptions sur les murs et comprend progressivement la nature du rituel qui s'est déroulé dans ce lieu des siècles auparavant. Le tournage dure toute la nuit. Jean-Luc filme à la lumière des bougies, créant des ombres mouvantes et menaçantes. Hugo enregistre le son, notant encore une fois des anomalies troublantes dans ses enregistrements. À un moment, il entend distinctement une voix masculine prononcer quelques mots dans une langue qu'il ne reconnaît pas, alors que les seules personnes présentes dans la chapelle sont Claire et Marc, qui dirigent hors champ. Vers 4 heures du matin, Claire s'effondre soudainement. Elle tremble de manière incontrôlable, le regard vide, incapable de parler. L'équipe interrompt le tournage et la ramène à la ferme. Un médecin du village, réticent mais finalement convaincu de venir, l'examine et diagnostique une crise nerveuse due au surmenage et au manque de sommeil. Il prescrit du repos et des calmants, mais Claire refuse de prendre les médicaments. Elle affirme qu'elle doit retourner à la chapelle, que quelque chose d'important l'attend là-bas, que le film doit être terminé. Marc hésite, partagé entre son obsession artistique et son inquiétude pour son actrice principale. Jean-Luc, lui, veut arrêter le tournage. C'est de la folie. Claire n'est pas en état de continuer. Et franchement, même moi, je commence à trouver cette histoire bizarre. Il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Mais Marc insiste. Il ne reste que quelques scènes à tourner, affirme-t-il, et ils auront terminé le film. Sophie est tiraillée, ne sachant pas quel parti prendre. Hugo, étrangement silencieux, réécoute en boucle ses enregistrements au casque, comme s'il cherchait à décrypter un message caché dans les sons qu'il a captés. Le 18 octobre 1972, malgré les réserves de certains membres de l'équipe, Marc décide de retourner à la chapelle pour tourner les dernières scènes du film. Claire semble avoir retrouvé une forme de calme, bien que son regard reste étrangement absent. L'équipe part en fin d'après-midi, chargée du matériel de tournage, prévoyant de filmer toute la nuit comme d'habitude. Avant de partir, Sophie écrit une dernière lettre à ses parents. « Nous retournons à la chapelle ce soir. J'ai un mauvais pressentiment, mais Marc est déterminé à finir le film. Claire dit qu'elle est prête, mais je ne suis pas sûr qu'elle sache vraiment ce qu'elle fait. » Jean-Luc grommelle, mais suit le mouvement. Hugo n'a presque pas parlé depuis 2 jours. Il reste dans sa bulle avec son casque sur les oreilles. J'ai hâte que ce tournage se termine pour rentrer à Paris. Cette montagne, ce village, cette chapelle, tout ça commence à me peser. Cette lettre ne sera jamais postée. Elle sera retrouvée des années plus tard dans la ferme abandonnée, avec d'autres affaires personnelles de l'équipe. Le 19 octobre au matin, le propriétaire de la ferme, inquiet de ne voir aucun signe d'activité et remarquant que la voiture de l'équipe n'est pas revenue, alerte les gendarmes. Une patrouille se rend à la chapelle et découvre un spectacle dérangeant. Le matériel de tournage est là, apparemment intact. La caméra est posée sur son trépied, pointée vers l'intérieur de la chapelle. Les lampes à pétrole sont éteintes, certaines renversées. Des bougies fondues jonchent le sol, mais aucune trace des 5 membres de l'équipe. Leurs vestes, leurs sacs, même les clés de la voiture sont restées sur place. Seule la pellicule de la caméra a disparu. Les gendarmes lancent immédiatement des recherches. Des équipes cynophiles ratissent la forêt environnante. Les falaises sont inspectées, craignant qu'une chute accidentelle puisse expliquer la disparition. Les villages alentours sont interrogés. Personne n'a rien vu, rien entendu. Les chiens perdent rapidement la trace autour de la chapelle, comme si les 5 personnes s'étaient volatilisées sans laisser d'odeur. Les enquêteurs explorent toutes les hypothèses. Accident collectif, fugue concertée, enlèvement, crime passionnel. Mais rien ne tient la route. L'enquête révèle quelques éléments troublants. Dans le carnet de Jean-Luc, retrouvé près de la caméra, les dernières notes techniques sont datées du 18 octobre, 23h30. Il y écrit « Anomalie lumineuse sur la pellicule. Vérifiez l'objectif, rien d'anormal. Impression d'être observé. H. Entend des voix. Monsieur refuse d'arrêter. C. En transe. La dernière ligne est presque illisible, griffonnée hâtivement. Quelque chose bouge dans l'ombre. Les familles des disparus sont effondrées. Les parents de Sophie arrivent de Clermont-Ferrand dévastés de douleur.
Le père de Claire, un médecin parisien, engage un détective privé pour mener sa propre enquête. La femme de Jean-Luc et ses 2 enfants s'installent temporairement près de Saint-Alban-des-Pierres, refusant de quitter la région tant que son mari n'aura pas été retrouvé. Les proches de Marc et Hugo se joignent aux recherches, distribuant des tracts avec les photos des disparus dans toute la région alpine. Les villageois de Saint-Alban-des-Pierres, interrogés par les gendarmes, restent évasifs. Certains murmurent que l'équipe aurait dû écouter les avertissements, qu'on ne dérange pas impunément certains lieux. Le maire refuse de faire d'autres déclarations après sa première audition. Une vieille femme, que les villageois surnomment la mère Joséphine, accepte finalement de parler au détective engagé par le père de Claire. Elle raconte une histoire ancienne, transmise de génération en génération. Selon la légende locale, la chapelle aurait été construite au XVe siècle sur un site encore plus ancien, un lieu de culte païen où des sacrifices rituels étaient pratiqués. Une secte hérétique aurait utilisé la chapelle pour des cérémonies interdites, invoquant des entités qu'elle appelait les gardiens du seuil. L'Église aurait finalement réprimé cette secte, mais les villageois croyaient que quelque chose était resté dans la chapelle, quelque chose qui n'appartenait pas à notre monde. Le détective note ces propos mais les classe dans la catégorie des superstitions rurales. Il se concentre sur des pistes plus rationnelles. Marc aurait-il organisé une mise en scène pour faire parler de son film? L'équipe aurait-elle été victime d'un criminel isolé vivant dans la montagne? Un accident collectif, suivi d'une dissimulation des corps par une personne inconnue? Aucune de ces hypothèses ne résiste à l'analyse. Marc n'avait aucune raison de mettre en scène une telle disparition, son projet de film étant entièrement autofinancé et confidentiel. Aucun suspect potentiel n'est identifié dans la région. Et la thèse de l'accident ne peut expliquer l'absence totale de corps ou d'indices. Les semaines passent, puis les mois. L'affaire fait les gros titres de la presse régionale, puis nationale. Des journalistes affluent à Saint-Alban-des-Pierres, transformant temporairement le village endormi en cirque médiatique. Des théories circulent. Enlèvement par une secte, implication des services secrets, expérience militaire secrète qui aurait mal tourné, et même, pour les plus imaginatifs, enlèvement extraterrestre. Mais sans preuve, sans témoin, sans le moindre indice tangible, l'enquête s'enlise. En janvier 1973, l'affaire est officiellement classée sans suite. Les 5 disparus sont déclarés absents, un statut juridique qui permet aux familles d'entamer certaines démarches administratives sans pouvoir officiellement les déclarer morts. La chapelle est interdite d'accès, une barrière métallique en bloque l'entrée. Mais cette interdiction n'empêche pas les curieux, les chasseurs de sensations et les amateurs de paranormal de s'y rendre régulièrement, cherchant à percer le mystère. Les années passent lentement pour les proches des disparus. La mère de Sophie sombre dans une dépression profonde, incapable d'accepter la perte de sa fille sans corps à enterrer, sans cérémonie funéraire pour faire son deuil. Elle conserve la chambre de Sophie exactement comme elle l'avait laissée, attendant un retour qui ne viendra jamais. Le père de Claire abandonne son cabinet médical, se consacrant entièrement à la recherche de sa fille. Il dépense une fortune en détective privé, en médium, en enquêteur de toutes sortes, espérant découvrir un indice que la police aurait manqué. Mais toutes ces tentatives restent vaines. La femme de Jean-Luc, Martine, retourne finalement à Paris avec ses 2 enfants, Julien et Émilie, alors âgés de 7 et 5 ans. Elle ne se remariera jamais, conservant l'espoir ténu que son mari reviendra un jour, même si elle sait au fond d'elle-même que c'est impossible. Elle explique à ses enfants que leur père a disparu dans la montagne, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais qu'il faut continuer à vivre malgré l'absence et l'incompréhension. Pendant près de 30 ans, l'affaire des 5 disparus de Saint-Alban-des-Pierres reste l'un des mystères non résolus les plus troublants de la gendarmerie française. Des articles y font référence occasionnellement, surtout autour des dates anniversaires. Des livres sur les disparitions inexpliquées consacrent des chapitres à cette histoire. Des émissions de télévision sur le paranormal utilisent l'affaire comme exemple de phénomènes inexplicables. Mais aucun élément nouveau n'émerge. Aucune piste sérieuse ne se dessine. La chapelle, quant à elle, acquiert une réputation sulfureuse. Malgré l'interdiction officielle, elle devient un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'occultisme et les passionnés de mystère. Certains viennent y passer la nuit, cherchant à revivre l'expérience de l'équipe disparue.
espérant peut-être à leur tour franchir le seuil vers ce qui se cache derrière le voile de la réalité. Plusieurs incidents sont rapportés. Des randonneurs qui se perdent dans la forêt environnante et sont retrouvés désorientés, incapables de se rappeler comment ils se sont égarés. Des campeurs qui affirment avoir entendu des voix dans la nuit. Un couple qui jure avoir vu des lumières inexpliquées autour de la chapelle. Mais rien de tout cela ne permet de progresser dans l'enquête. En 1985, un cinéaste documentaire obtient l'autorisation de filmer dans la chapelle pour un projet sur les lieux hantés de France. Son équipe ne reste que quelques heures avant d'abandonner le tournage, les techniciens refusant de continuer à travailler dans ce lieu. Le réalisateur expliquera plus tard dans des interviews avoir ressenti une oppression insupportable, une sensation d'être observé par une présence malveillante. Les images qu'il a tournées, diffusées dans son documentaire, montrent effectivement plusieurs anomalies techniques inexpliquées. Des interférences sur la bande-son, des perturbations visuelles sur la pellicule, comme si quelque chose invisible était passé devant l'objectif. En 1998, la famille de Claire fait une dernière tentative pour retrouver sa fille. Le père, maintenant âgé et malade, finance une fouille approfondie des environs de la chapelle, utilisant des techniques modernes comme le géoradar pour détecter d'éventuels corps enterrés. Pendant 3 semaines, une équipe de spécialistes scanne méthodiquement le sol de la chapelle et de la clairière environnante. Ils ne trouvent rien, aucune anomalie, aucune perturbation du sol qui indiquerait une sépulture. Le père de Claire meurt quelques mois plus tard, emportant avec lui l'espoir de revoir sa fille. Et puis, en novembre 2002, 30 ans presque jour pour jour après la disparition, survient l'événement qui va tout changer. À Lyon, dans une brocante spécialisée dans le matériel de cinéma ancien, un collectionneur nommé Alain Mercier fouille parmi des cartons poussiéreux de pellicules, de bobines et d'accessoires divers. Alain, 55 ans, restaurateur de films anciens à la retraite, passe ses week-ends à chiner dans les brocantes, à la recherche de trésors cinématographiques oubliés. Ce matin-là, il tombe sur une boîte métallique rouillée, portant une étiquette délavée. Les portes de minuit, Bobine 7, octobre 1972. Le nom ne lui dit rien, mais la date attire son attention. Il ouvre précautionneusement la boîte et découvre une pellicule 16 mm apparemment en bon état, malgré les 3 décennies passées. Le propriétaire de la brocante, un vieil homme qui a acheté le contenu d'un garde-meuble abandonné, n'a aucune information sur la provenance de l'objet. Alain achète la boîte pour une somme modique et rentre chez lui, curieux de découvrir ce que contient cette mystérieuse pellicule. Dans son atelier personnel, équipé de matériel professionnel pour numériser d'anciennes pellicules, Alain commence le processus de transfert. Il travaille lentement, consciencieusement, comme il l'a fait pendant toute sa carrière. Quand il visionne enfin les images sur son écran, il reste figé, incapable de détourner le regard. Ce qu'il voit dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. La pellicule commence par des claps de tournage standards, montrant la date du 18 octobre 1972 et le titre du film. Puis apparaissent les images de la chapelle, filmées à la lumière tremblante des bougies. On voit Claire, en costume, récitant son texte d'une voix monocorde et hypnotique. La caméra la suit alors qu'elle explore l'espace de la chapelle, touchant les murs, traçant du doigt les inscriptions gravées dans la pierre. La qualité sonore est remarquable, témoignant du talent de Hugo à capturer l'atmosphère du lieu. Mais rapidement, Alain remarque des anomalies, des ombres qui bougent de manière incohérente par rapport aux sources de lumière, des bruits sur la bande son qui ne correspondent pas à l'image, des murmures, des pas, comme si des personnes invisibles se déplaçaient dans la chapelle. À un moment, la voix de Hugo est entendue hors champ, demandant « Vous entendez ça? Il y a quelqu'un d'autre ici ?» La caméra pivote brusquement, filmant l'obscurité au fond de la chapelle, mais ne révèle rien de visible. La scène suivante montre Claire immobile au centre de la chapelle, les yeux fermés, semblant en transe. La caméra reste fixe sur elle pendant ce qui semble être plusieurs minutes. Puis, progressivement, une forme sombre commence à apparaître derrière elle. Ce n'est pas une ombre naturelle, mais quelque chose de plus dense, de plus substantiel. La forme semble se rapprocher lentement de Claire, s'étendant comme une tache d'encre sur le mur derrière elle. La voix de Marc retentit, excitée. « Tu le vois, Jean-Luc ? La caméra le capture, continue de filmer. » Jean-Luc répond, sa voix tendue. « Marc, je ne vois rien à l'œil nu. Ce n'est que sur l'écran de contrôle. »
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Sophie intervient, paniquée. « Il faut sortir Claire de là, regarde-la, elle ne va pas bien. » Mais Marc insiste pour continuer le tournage. La forme sombre derrière Claire se définit progressivement. Elle prend une silhouette vaguement humaine, mais sans détail, sans visage, comme une découpe noire dans le tissu de la réalité. La température semble chuter brutalement dans la chapelle. La buée de la respiration des membres de l'équipe devient visible sur la pellicule. Les flammes des bougies vacillent violemment, projetant des ombres dansantes et déformées. Claire ouvre soudainement les yeux. Son regard est vide, absent, comme si elle regardait à travers le monde visible vers quelque chose d'autre. Elle commence à parler, mais sa voix n'est plus la sienne. C'est une voix plus grave, gutturale, prononçant des mots dans une langue inconnue. Hugo hors champ crie « Je l'entends dans mon casque. Cette voix, elle est partout dans mes enregistrements. » La caméra tremble. On entend Jean-Luc respirer fort, visiblement effrayé. La silhouette sombre derrière Claire semble maintenant l'envelopper, l'absorber dans son obscurité. Sophie hurle « Claire, Claire, réveille-toi !» Mais Claire reste immobile, les yeux fixés sur un point invisible, continuant à prononcer ces mots incompréhensibles d'une voix qui n'est pas la sienne. Soudain, toutes les bougies s'éteignent simultanément. Un noir total envahit l'écran. On entend des cris, des bruits de pas précipités, le fracas du matériel qui tombe. La voix de Marc, terrifié, hurle « La porte! Où est la porte ?» Jean-Luc crie « Je ne vois rien !» Sophie sanglote. Hugo répète inlassablement « Ça vient, ça vient, ça vient !» Puis, dans l'obscurité totale, une lumière apparaît. Ce n'est pas une lumière naturelle, mais une lueur blafarde, verdâtre, qui ne semble provenir d'aucune source identifiable. Elle éclaire faiblement l'intérieur de la chapelle, révélant les 5 membres de l'équipe serrés les uns contre les autres, le dos au mur. Leurs visages sont déformés par la terreur. Claire est effondrée au sol, recroquevillée sur elle-même. Et devant eux, se tenant au centre de la chapelle, se trouve la silhouette sombre. Elle est maintenant parfaitement visible. Une forme humanoïde d'environ 2 mètres de haut, mais sans aucun détail anatomique. Pas de visage, pas de main, juste une silhouette noire qui absorbe la lumière autour d'elle. Pourtant, on a l'impression qu'elle les regarde, qu'elle les observe avec une intelligence froide et ancienne. La silhouette ne bouge pas, mais sa simple présence semble remplir tout l'espace de la chapelle d'une oppression suffocante. Hugo est le premier à craquer. Il se lève brusquement et court vers ce qu'il pense être la sortie. La caméra le suit du regard. On le voit disparaître dans l'obscurité au fond de la chapelle. Puis, quelques secondes plus tard, un cri de pure terreur qui s'interrompt brutalement, comme coupé au milieu. Silence. Sophie hurle le nom de Hugo, mais personne n'ose bouger. La silhouette reste immobile, imperturbable. Marc murmure, sa voix brisée, « Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel ». Jean-Luc, pragmatique jusqu'au bout, attrape une lampe à pétrole encore intacte et tente de la rallumer. Ses mains tremblent tellement qu'il laisse tomber les allumettes. Sophie les ramasse et parvient finalement à produire une flamme. La lumière de la lampe repousse légèrement l'obscurité, mais la silhouette sombre reste visible, apparemment non affectée par la luminosité. Claire se relève lentement. Son visage est maintenant calme, presque serein, en totale contradiction avec la panique des autres. Elle s'avance vers la silhouette. Marc essaie de la retenir, mais elle se dégage avec une force surprenante. « Elle m'appelle », dit-elle simplement d'une voix atone. « Je dois y aller. »« Claire, non !» Sophie se précipite pour l'arrêter, mais Jean-Luc la retient. « Laisse-la, on ne peut rien faire. » Sa voix est celle d'un homme qui a abandonné tout espoir. Claire continue à avancer vers la silhouette. Quand elle arrive à quelques mètres d'elle, la forme sombre semble s'ouvrir, comme une porte invisible dans l'air. Derrière, on entrevoit brièvement quelque chose d'impossible à décrire, un espace qui ne devrait pas exister, rempli d'ombres mouvantes et de formes géométriques qui défient la logique. Claire franchit le seuil et disparaît. La silhouette se referme derrière elle. Pendant quelques secondes, il ne se passe rien. Puis la silhouette se tourne vers les 3 survivants. Elle avance d'un pas, puis d'un autre. Marc hurle, un son primitif de terreur absolue. Il court vers la caméra, la saisit sur son trépied et la retourne vers lui. Son visage remplit l'écran, les yeux exorbités, le visage ruisselant de sueur et de larmes. « Si quelqu'un trouve cette pellicule, dit-il d'une voix haletante, n'allez jamais dans cette chapelle.
Il y a quelque chose ici, quelque chose qui attend. Nous avons ouvert une porte qui devait rester fermée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Derrière lui, Sophie crie. La caméra pivote violemment et tombe au sol, l'objectif pointé vers un angle du mur de la chapelle. On voit les jambes de Sophie et de Jean-Luc qui reculent précipitamment. On entend leur voix, suppliante, terrifiée. Puis le son devient étrange, comme si la bande magnétique était déformée. Les voix se transforment en échos distordus, en murmures incompréhensibles. L'image commence à se dégrader. Des parasites apparaissent, des lignes horizontales qui zèbrent l'écran. À travers les interférences, on distingue encore les mouvements des jambes, puis elles disparaissent hors du champ de la caméra. On entend un dernier cri, celui de Marc cette fois, puis plus rien, juste le bruit de fond de la bande magnétique qui continue à tourner. La caméra reste là, filmant le mur vide de la chapelle. Les minutes s'écoulent, 10 minutes, 20 minutes. Rien ne bouge. Puis, progressivement, la lumière verdâtre qui éclairait faiblement la scène diminue et disparaît. L'obscurité totale envahit à nouveau l'écran. Le son capte encore quelques bruits indistincts, des craquements, peut-être des pas lointains, ou peut-être juste le vent dans les pierres de la vieille chapelle. Et puis, juste avant que la pellicule n'arrive à sa fin, on entend une dernière chose. Une voix, celle de Claire. Elle murmure comme venue d'une grande distance « Ils nous ont accueillis. Nous sommes de l'autre côté maintenant. Ne nous cherchez pas. Vous ne pouvez pas nous trouver. Nous ne sommes plus dans votre monde. » La pellicule se termine dans un claquement sec. Alain Mercier reste assis devant son écran, le visage blême, incapable de bouger pendant plusieurs minutes. Ce qu'il vient de voir est impossible, inconcevable, et pourtant c'est là, enregistré sur cette pellicule vieille de 30 ans. Il repasse les dernières minutes, s'assurant qu'il n'a pas rêvé, qu'il n'a pas halluciné. Les images sont bien réelles. La voix de Claire à la fin est bien là, claire et distincte malgré les parasites. Après une longue hésitation, Alain décide de contacter les autorités. Il téléphone à la gendarmerie de Lyon et explique ce qu'il a trouvé. Les gendarmes, d'abord sceptiques, acceptent finalement de venir visionner la pellicule. Quand ils voient les images, le silence se fait dans la pièce. Un des gendarmes se souvient vaguement de l'affaire des 5 disparus de 1972, une histoire dont on parlait encore parfois dans les brigades alpines. La pellicule est immédiatement saisie comme pièce à conviction. L'enquête, classée depuis près de 30 ans, est officiellement rouverte. Un magistrat est désigné pour superviser les nouvelles investigations. La pellicule est envoyée à un laboratoire spécialisé pour authentification. Les experts confirment qu'il s'agit bien d'une pellicule 16 mm de 1972, que les images n'ont pas été manipulées numériquement, ce qui serait de toute façon impossible avec une pellicule argentique de cette époque. Les voix enregistrées sont comparées avec les quelques enregistrements audio existants des disparus. Elles correspondent. Il s'agit bien de Marc Delmas, Claire Fournier, Jean-Luc Arnaud, Sophie Martel et Hugo Bélanger. Les familles des disparus sont contactées. Martine, la veuve de Jean-Luc, maintenant âgée de 65 ans, accepte de visionner la pellicule. Elle s'effondre en larmes en voyant son mari, si jeune, si vivant, et en entendant sa voix pour la première fois depuis 3 décennies. Elle identifie formellement Jean-Luc, confirmant que c'est bien lui. Julien et Émilie, les enfants de Jean-Luc, maintenant adultes, refusent de voir les images. Ils préfèrent conserver de leur père le souvenir des quelques photos floues qui leur restent, plutôt que cette vision cauchemardesque de ces derniers instants. La mère de Sophie, maintenant âgée et fragile, est hospitalisée après avoir visionné une partie de la pellicule. Le choc est trop violent. Elle meurt quelques semaines plus tard d'une crise cardiaque, emportant avec elle 30 ans d'attente et d'espoir brisés. Les proches de Marc et Hugo sont également contactés, mais beaucoup ont déménagé, refait leur vie, essayé d'oublier. Certains refusent de rouvrir cette blessure ancienne. D'autres, au contraire, veulent comprendre, veulent savoir ce qui s'est réellement passé dans cette chapelle maudite. La gendarmerie organise une nouvelle expédition à la chapelle de Saint-Alban-des-Pierres. Une équipe technique complète, équipée de matériel moderne, de détecteurs en tout genre, de caméras thermiques et de projecteurs puissants, se rend sur les lieux. Ils fouillent méthodiquement chaque centimètre carré de la chapelle et de ses environs. Ils ne trouvent rien, aucune trace des disparus, aucun indice sur ce qui a pu se passer cette nuit d'octobre 1972. Pourtant, plusieurs membres de l'équipe technique rapportent avoir ressenti un malaise profond dans la chapelle,
une sensation d'oppression et d'être observé. Les batteries de certains appareils électroniques se vident inexplicablement rapidement. Les caméras thermiques captent des anomalies de température qui ne correspondent à aucune source de chaleur identifiable. Le chef d'équipe décide d'écourter l'opération après seulement 4 heures sur place, ces hommes refusant de passer la nuit dans ce lieu. L'affaire fait à nouveau la une des médias. Les journaux titrent sur « La pellicule maudite », le mystère des 5 disparus enfin résolu. Des images troublantes relancent une enquête vieille de 30 ans. La pellicule devient un objet de fascination morbide. Des émissions de télévision consacrent des reportages à l'affaire, invitant des experts en phénomènes paranormaux, des psychologues, des physiciens pour tenter d'expliquer ce qui apparaît sur les images. Les théories fusent de toutes parts. Certains affirment qu'il s'agit d'une mise en scène élaborée, que Mark aurait orchestré toute cette disparition comme une œuvre d'art ultime, une performance macabre. Mais cette théorie ne tient pas. Comment aurait-il pu faire disparaître 4 autres personnes sans laisser aucune trace pendant 30 ans? Et pourquoi? D'autres évoquent une hallucination collective, provoquée par des champignons hallucinogènes présents dans la chapelle, ou par des gaz toxiques émanant du sol. Des géologues sont consultés, mais aucune source de gaz naturel n'est détectée dans la région. Les amateurs de paranormal, bien sûr, voient dans cette pellicule la preuve définitive de l'existence d'entités d'un autre monde, de passage vers des dimensions parallèles, de portes ouvertes sur l'inconnu. Ils organisent des pèlerinages à la chapelle, malgré l'interdiction formelle des autorités. Certains disparaissent pendant quelques heures avant d'être retrouvés désorientés dans la forêt, affirmant avoir perdu la notion du temps. Aucun ne peut fournir d'explications cohérentes sur ce qui leur est arrivé. Des chercheurs en acoustique analysent la bande-son de la pellicule. Ils découvrent que les voix entendues sur l'enregistrement contiennent des fréquences anormales, des sons infrasonores inaudibles pour l'oreille humaine, mais capables de provoquer anxiété, vertige et hallucination. Cela pourrait expliquer l'état de transe de Claire et le comportement irrationnel de l'équipe. Mais cela n'explique pas les images elles-mêmes, la silhouette sombre, la disparition effective des 5 personnes. Un psychiatre spécialisé dans les traumatismes propose une théorie audacieuse. Selon lui, l'équipe aurait vécu une expérience dissociative collective, une sorte de psychose partagée déclenchée par la combinaison du lieu, de l'épuisement, du manque de sommeil et de l'atmosphère oppressante créée par Mark. Dans cet état altéré de conscience, ils auraient pu commettre des actes irrationnels, peut-être même des violences mutuelles, avant de fuir séparément dans la montagne où ils seraient morts d'exposition ou d'accident. Les corps n'auraient jamais été retrouvés en raison de la topographie complexe de la région, des falaises, des crevasses, des cours d'eau souterrains. Cette théorie, bien que rationnelle, ne satisfait personne. Elle n'explique pas comment la caméra a continué à filmer après la disparition de tous les membres de l'équipe, ni la voix de Claire entendue à la toute fin de la pellicule, alors que tout indique qu'elle avait déjà disparu. Le magistrat en charge de l'enquête se retrouve dans une impasse. Il a une preuve visuelle de quelque chose qui s'est passé dans cette chapelle, mais cette preuve est inexplicable selon les lois de la physique et de la raison. Il ne peut pas classer l'affaire comme résolue, car les corps n'ont pas été retrouvés et aucun crime n'a pu être établi. Il ne peut pas non plus la classer comme non résolue, car la pellicule montre clairement ce qui est arrivé aux disparus, même si cela défie toute compréhension. Finalement, après des mois de délibération, le magistrat prend une décision sans précédent. Il déclare officiellement que les 5 membres de l'équipe de tournage sont morts dans des circonstances indéterminées dans la nuit du 18 au 19 octobre 1972, permettant ainsi aux familles de faire établir des certificats de décès et de clore administrativement cette affaire qui a empoisonné leur vie pendant 3 décennies. Mais ils refusent de spéculer sur les causes exactes de leur mort, se contentant de noter que des événements d'une nature encore inexpliquée par la science actuelle se sont produits dans la chapelle cette nuit-là. Les familles, enfin, peuvent faire leur deuil. Des cérémonies funéraires sont organisées, même sans corps à inhumer. Martine fait ériger une stèle au cimetière de son quartier parisien, portant les noms de Jean-Luc, Claire, Marc, Sophie et Hugo, avec l'inscription « Disparu dans la montagne, octobre 1972. Que votre dernier film repose en paix ».
C'est une étrange épitaphe pour une fin encore plus étrange. Julien, le fils de Jean-Luc, devenu lui-même cinéaste documentaire, décide de réaliser un film sur l'affaire. Il passe des mois à interviewer les témoins encore vivants, à consulter les archives de l'enquête, à étudier la pellicule image par image. Son documentaire, intitulé « Les portes de minuit, l'enquête », sort en 2005 et connaît un succès international. Il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, mais il permet au public de découvrir l'histoire complète de cette disparition mystérieuse. Dans son film, Julien interviewe des physiciens théoriciens qui évoquent la possibilité de zones de faiblesse dans le tissu de l'espace-temps, des endroits où les lois normales de la réalité pourraient être temporairement suspendues. Certains lieux, selon ces théories encore très spéculatives, pourraient servir de point de passage vers d'autres dimensions, d'autres réalités parallèles. La chapelle de Saint-Alban-des-Pierres pourrait être un de ces lieux. Il interviewe également des historiens qui ont étudié les archives médiévales de la région. Il confirme l'existence d'une secte hérétique au XVe siècle, les Frères du Seuil, qui auraient effectivement pratiqué des rituels dans cette chapelle. Selon les documents de l'Inquisition, ces hérétiques croyaient en l'existence de gardiens qui veillaient aux frontières entre les mondes et cherchaient à communiquer avec eux à travers des cérémonies complexes impliquant des sacrifices et des incantations. La secte fut brutalement réprimée en 1487, ses membres exécutés et la chapelle désacralisée. Mais les croyances populaires persistèrent pendant des siècles. Un anthropologue spécialisé dans les mythes et légendes alpines explique dans le documentaire que presque toutes les cultures montagnardes d'Europe possèdent des histoires similaires, des récits de lieux maudits où des gens disparaissent sans laisser de traces, où le temps semble se comporter de manière étrange, où des présences invisibles sont ressenties. Ces histoires, transmises de génération en génération, pourraient conserver la mémoire d'événements réels que nos ancêtres ne savaient pas expliquer autrement que par le surnaturel. Le documentaire de Julien se termine sur une note ambiguë. Il montre la chapelle aujourd'hui, toujours interdite d'accès, entourée d'une clôture renforcée. Mais la clôture n'empêche pas les intrépides de s'y rendre. Des graffitis récents couvrent les murs intérieurs, des traces de feu de camp témoignent de visites nocturnes. La fascination pour ce lieu maudit ne semble pas vouloir s'éteindre. Julien lui-même avoue, dans les dernières minutes de son film, qu'il a passé une nuit dans la chapelle pendant le tournage de son documentaire. Il voulait comprendre, ressentir ce que son père avait vécu dans ces dernières heures. Il raconte avoir effectivement ressenti une oppression étrange, une sensation de présence, mais rien de comparable à ce qui apparaît sur la pellicule originale. Peut-être que cette porte, si porte il y a, ne s'ouvre que dans certaines circonstances, spécule-t-il. Peut-être que mon père et ses compagnons ont eu l'infortune d'être là au mauvais moment, quand quelque chose d'autre décidait de manifester sa présence. En 2008, la mairie de Saint-Alban-des-Pierres, lassée des problèmes causés par l'afflux constant de curieux, décide de faire démolir la chapelle. Les villageois, consultés, approuvent massivement cette décision. Ils en ont assez de cette histoire qui traîne depuis des décennies, de cette réputation sulfureuse qui colle à leur village. Une équipe de démolition est engagée, mais le chantier rencontre des problèmes inexplicables. Les ouvriers tombent malades, les machines tombent en panne sans raison apparente, des accidents se multiplient. Rien de grave, mais suffisamment pour que les entrepreneurs se succèdent, chacun abandonnant le projet après quelques jours. Finalement, aucune entreprise n'accepte plus de travailler sur ce chantier. La chapelle reste debout, à moitié effondrée, mais toujours présente, comme si elle refusait obstinément de disparaître. Aujourd'hui, en 2025, l'affaire des 5 disparus de Saint-Alban-des-Pierres reste l'un des mystères non résolus les plus célèbres de France. La pellicule originale est conservée dans les archives de la Gendarmerie nationale, accessible uniquement aux chercheurs autorisés. Des copies circulent sur Internet, bien sûr, analysées et réanalysées par des milliers d'internautes à travers le monde. Chacun y voit ce qu'il veut voir. Preuve du paranormal pour les uns, canular élaboré pour les autres, énigme scientifique pour d'autres encore. La chapelle, elle, continue d'attirer les visiteurs, malgré les interdictions, malgré les avertissements. Certains y vont par défi, pour prouver qu'ils n'ont pas peur. D'autres par curiosité morbide, espérant vivre une expérience paranormale. Quelques-uns y vont par respect, pour se recueillir à la mémoire des 5 disparus.
Et peut-être que quelques-uns, très rares, y vont avec l'espoir secret de franchir eux aussi ce seuil mystérieux, de passer de l'autre côté, de découvrir ce qui se cache derrière la porte que Mark et son équipe ont apparemment ouverte cette nuit d'octobre 1972. Les autorités locales ont finalement cessé d'essayer d'empêcher les gens de s'y rendre. Elles se contentent de poster des panneaux d'avertissement sur les dangers physiques du lieu, les pierres instables, les risques de chute. Elles ne mentionnent pas l'autre danger, celui qu'aucun panneau ne pourrait décrire adéquatement. Martine, la veuve de Jean-Luc, est décédée en 2019 à l'âge de 82 ans. Dans ces dernières années, elle accordait parfois des interviews aux journalistes qui s'intéressaient encore à l'affaire. Elle répétait toujours la même chose. « Mon mari était un homme rationnel, pragmatique, qui ne croyait pas aux fantômes ni aux esprits. Si la pellicule montre qu'il a vécu quelque chose d'inexplicable dans cette chapelle, alors c'est que des choses inexplicables existent vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne sais pas où il est maintenant, mais j'espère d'une certaine manière qu'il a découvert quelque chose de merveilleux de l'autre côté, quelque chose qui valait la peine d'abandonner sa famille, sa vie, tout ce qu'il connaissait. Cette histoire nous rappelle que le monde est peut-être plus vaste, plus étrange, plus mystérieux que ce que nous voulons bien admettre. Elle nous rappelle que certaines questions n'ont pas de réponse, que certains mystères ne seront jamais résolus, et que c'est peut-être mieux ainsi. Elle nous rappelle aussi que la curiosité, cette qualité si humaine qui nous pousse à explorer, à comprendre, à repousser les limites de la connaissance, peut parfois nous mener vers des territoires dont nous ne reviendrons pas. Mark Delmas voulait créer un film qui briserait les conventions, qui plongerait le spectateur dans un état de transe, qui capturerait quelque chose d'invisible à l'œil nu. En un sens terrible et tragique, il a réussi. Son dernier film, cette pellicule retrouvée 30 ans après sa disparition, est peut-être l'œuvre la plus troublante jamais créée. Pas parce qu'elle est artistiquement brillante, mais parce qu'elle documente quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui défie notre compréhension du réel. Et quelque part, dans une dimension que nous ne pouvons pas atteindre. Peut-être que Marc, Claire, Jean-Luc, Sophie et Hugo sont toujours là, de l'autre côté de cette porte mystérieuse, vivant une réalité que nous ne pouvons même pas imaginer. Ou peut-être qu'ils ont simplement cessé d'exister, absorbés par quelque chose d'ancien et d'affamé qui attendait patiemment dans les ombres de cette chapelle oubliée. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce qui est certain, c'est que leur histoire continuera de fasciner, d'inquiéter, de hanter ceux qui la découvrent. Elle deviendra une légende urbaine, un conte moderne d'horreur, une mise en garde contre les dangers de la curiosité excessive. Et peut-être que c'est là le véritable héritage de Mark Delmas et de son équipe, avoir créé, involontairement et au prix de leur vie, un mythe qui perdurera bien plus longtemps que n'importe quel film conventionnel. Avant de terminer, dis-nous dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres enquêtes sur des mystères inexpliqués et laisse un like si cette histoire t'a captivé autant qu'elle nous a troublés pendant nos recherches.